vis à une période où chaque trajet peut devenir un voyage. Où tu as la possibilité de modeler le temps. Et même si par moments tu cours après lui, où que tu ailles, tu peux. Ce geste paraît banal, pourtant, avant 1979, il n'existait pas. Et il a fallu un objet minuscule pour transformer notre rapport au temps, à la ville et aux autres. Printemps 1979. Monsieur Masaru Ibuka, président de Sony, aime écouter de l'opéra pendant ses voyages d'affaires. Mais même avec le magnétophone le plus avancé de l'époque, le TCD5, l'expérience est pénible. C'est trop encombrant, c'est trop chiant, c'est lourd. Bref, ça marche pas. Ni une ni deux, la mission est confiée à Kozo Oson, responsable de la division magnétophone. En plus de cette mission, pour Kozo, le contexte n'est pas simple. En fait, à l'époque, les boombox cartonnent dans les rues. Et la concurrence gagne du terrain. Oson sait que si sa division ne prouve pas sa valeur, alors elle sera absorbée par une autre branche de l'entreprise. Et donc, tous ces projets finiront aux archives et oubliés. Ce projet-là, pour Oson, c'est qui tout double. Et c'est donc dans ce climat de pression qu'il reçoit l'ordre de créer un magnétophone plus petit et sans fonction d'enregistrement. L'objectif est clair, mais pas simple, car l'objet doit tenir dans une poche et doit être prêt dans moins d'une semaine. C'est court. Pourquoi tant de pression ? Parce que Ibuka va prendre l'avion dans exactement une semaine. Et il voudrait le tester pendant son voyage. Première chose incroyable, 5 jours plus tard, le prototype fonctionne. Mais il y a un défi de taille, le casque est encore trop lourd et trop encombrant. La technique seule ne suffit pas. Pour qu'un objet ait une chance de devenir un succès, il faut que technologie, design et ergonomie convergent. Et justement, pendant ce temps-là, de l'autre côté de la planète, Andreas Pavel, inventeur germano-brésilien, perfectionne depuis 1972 son concept de lecteur portable, le StereoBelt. Il croit tellement en son projet qu'il a déposé des brevets pour le protéger en Europe, aux États-Unis et au Japon. Au cas où, il est parti voir tous les industriels de son secteur, mais tout le monde juge son idée gadget. Et quand on y pense, c'est fou de voir à quel point ils sont passés à côté d'un truc si énorme. Et donc, pendant des années, il démarche tout un tas d'entreprises pour essayer de vendre son invention. Et c'est refus, après refus, après refus. Mais on y reviendra plus tard. Parce que pour comprendre tout ça, il faut comprendre pourquoi, à la fois un petit inventeur indépendant et une énorme firme d'électronique déjà à l'époque, se lancent tous les deux sur ce sujet. Et ça me permet donc d'expliquer pour la première fois le concept de ma chaîne. Du micro au macro, c'est exactement ça. En fait, c'est montrer comment tous les événements, des plus petits aux plus gros, s'imbriquent. Depuis la domestication du feu, en fait. Mais pour l'instant, on va pas remonter aussi loin. On va parler juste de Sony et de Pavel. Avant les années 40, il faut savoir que les appareils électroniques utilisaient des tubes à vide. C'était lourd, encombrant, cher à produire et ultra énergivore. Une radio portable, c'était une valise. Ah, c'était portable. En vrai, c'était portable. Mais c'était pas confortable, du coup. Tout change en 1947, au Bell Labs. Bardeen, Brettain et Shockley inventent le transistor. Et ce petit truc-là, tu te rends pas compte à quel point ça simplifie ta vie. Mais à un point, mon pote. À un point. En fait, c'est l'équivalent du truc de Tony Stark, là. Quand il invente l'espèce de truc là. Super ce bruitage, super. C'est la même fonction qu'un tube à vide, sauf que c'est moins énergivore, plus solide et plus petit. La grosse brèche, elle est là. Mais si je t'avais parlé de transistor, t'aurais pas cliqué et moi non plus. Je t'en veux pas. D'ailleurs, puisque t'es là, abonne-toi, active les notifications, etc., etc. Tu connais la musique, ça m'aide, comme tous les autres youtubeurs. Mais moi j'ai un défi, c'est d'en vivre d'ici 1 an. Regarde mon nombre d'abonnés, je sais pas à combien il est quand tu le regardes toi, mais moi au moment où je fais la vidéo, on est 800. Et j'ai qu'1 an. Est-ce que je fais la manche ? Un peu. Mais je te jure, j'ai préparé des trucs de fou. Donc, voilà, je te dis... Non mais...
En 1954, la première radio à transistor, la Regency TR1, sort aux États-Unis. Pour la première fois, une radio tient dans la poche. Tu te rappelles de l'objectif de Ibuka? Du micro macro, mais tu vois ce que je veux dire, maintenant. Comme j'ai dit, la Regency est sortie en 54, donc dans les années 70, la technologie est mature et efficace, elle a fait ses preuves. Par contre, il reste encore tout à créer en termes de nouveaux besoins. Faut voir ça comme au début des MP3. Il y avait 512 mégabits, mais on savait très bien que d'ici 2, 3, 4, 5 ans, ça allait être infini, et c'est exactement ce qui s'est passé. Et à cette époque-là, c'était la même chose, mais pour la miniaturisation. Les gens savaient que ça allait être de plus en plus petit. Et c'est une des nombreuses raisons qui a donné l'idée à Sony de créer un lecteur compact, fiable et abordable. Et pour Pavel, c'est la même chose. Il a pris la capacité de miniaturisation et il l'a utilisé dans son concept. En 1979, quand Sony sort le Walkman, Pavel voit son concept concrétisé par d'autres. Pas n'importe qui, malheureusement, un géant industriel, dans un autre pays. Franchement, il devait avoir le seum de ouf. Oh là là. Il devait avoir un seum de zinzin. Et donc, logiquement, il entame des procédures judiciaires. Foutu pour foutu, il va essayer de gratter un petit peu. Faut savoir que ces batailles juridiques entre Sony et Andreas Pavel ont duré des décennies, pour qu'au final, il n'y ait pas de victoire éclatante, ni de défaite totale non plus. Ça s'est fini dans les années 2000, et en gros, il obtient une reconnaissance implicite. Dans ces affaires-là, c'est un peu compliqué d'aimer le vrai du faux, parce que, dans tous les cas, plusieurs humains peuvent avoir la même idée, et pas la concrétiser pareil, au même moment. Et le problème de Andreas Pavel, c'est que lui, c'était un inventeur indépendant, et l'autre qui a eu l'idée, c'était littéralement l'un des gérants d'une des plus grandes entreprises du monde. Y a pas compète. Malheureusement, y a pas compète. Comme dirait Val, ce monde est cruel. Voilà. En tout cas, l'idée de la stéréo personnelle appartient officiellement à Pavel. Je sais pas si c'est bien ou pas, j'en sais rien. En tout cas, ça lui appartient. Voilà. Ok, maintenant t'as compris pourquoi ça a été construit. Mais en vrai de vrai, c'est un gadget. Qu'est-ce qui fait qu'à l'époque, on est passé de pas d'utilisation de ce truc-là, pas de besoin, à presque tout le monde a des écouteurs vissés sur la tête en ville? Comment expliquer ça? Qu'est-ce qui fait qu'en 40 ans, presque tout le monde s'est mis à avoir un lecteur portable dans sa poche et un casque sur les oreilles? Si t'es quelqu'un de vif, t'as capté qu'on a parlé que de l'enregistreur, le Walkman en lui-même. Mais l'élément qui manque, l'élément qui constitue justement la bulle, c'est le casque. Et au-delà de l'innovation technique, c'est surtout le design qui a changé tout. Parce qu'en fait, ce casque-là, c'est le padré de l'histoire. Sans lui, y a rien. Ah si, y a des moutons, y a des trucs. Dans cette histoire-là, sans lui, y a rien. Faut savoir qu'à l'époque, les casques audio existaient déjà dans les années 70, bien évidemment, mais c'était lourd, cher et pas du tout stylé. Et à l'inverse, ceux qui étaient pas chers, ils avaient un son dégueulasse. En gros, c'était perdant, choisis ton camp, dans tous les cas, tu vas être perdant. Et c'est là que le MDR3L2 change la donne. Parce que pour la première fois, il est capable à la fois d'être léger, stylé, et avoir un son suffisamment bon pour séduire le grand public. Et le truc qui est fou, c'est que c'est devenu carrément un accessoire à part entière. C'est pour ça que maintenant, il y a des gens qui portent, et que c'est totalement logique de porter son casque ici. Avant, les gens, ils l'utilisaient chez eux, ils le cachaient, et hop, parce que c'était pas stylé. Mais grâce au MDR3L2, qui est un nom horrible, tout est devenu stylé. Et les casques comme ça sont devenus un symbole. Je vais t'expliquer pourquoi ça c'est super intéressant. Parce que la fonction première de ce casque, ça incarnait, ça symbolisait une espèce de nouvelle forme de liberté. Et qui cassait avec la génération d'avant des grosses chaînes hi-fi en bois laquées de papa-maman. Et ça répondait donc en sous-texte à un besoin universel à chaque génération, se démarquer de la précédente. Et ce besoin-là, il est très puissant. Et tout ce qui est très puissant, ça rapporte de l'argent. Évidemment, l'équipe marketing de Sony était très consciente de ce phénomène. Le 22 juin 1979, dans le quartier de Ginza, Sony organise une démo. Un bus, 40 passagers, tout le monde a des Walkman. Imagine. Franchement, c'était la première fois que ça arrivait. Un bus avec 40 personnes, tous avec leur musique qu'ils ont choisie. Le monde, il a basculé à ce moment-là. 1er juillet, mise en vente au Japon. Bleu et argent, 2 prises casque pour écouter avec sa moitié, et un bouton hotline pour pouvoir échanger avec le monde extérieur sans enlever ses écouteurs. Oui, Apple t'ont fait croire qu'ils ont révolutionné le game en faisant ça, mais ça fait depuis les années 80 que ça existe.
Et pour le prix, c'est environ 33 000 yens. C'est un succès, les stocks disparaissent archi rapidement, et 10 ans après, il y a 50 millions d'exemplaires qui ont été vendus. C'est beaucoup, ça fait beaucoup. Le Walkman passe du gadget à la pratique culturelle générale pour toutes les raisons qu'on vient d'évoquer, mais il y a souvent une filiation qu'on oublie de faire parce qu'on s'arrête qu'à l'objet. Le Walkman n'a pas juste changé le secteur de l'électronique et rendu Sony un petit peu plus riche, il a changé notre façon de faire société, parce qu'il a touché 3 piliers importants de notre réalité. Le temps, l'espace et nous-mêmes. Il a changé notre rapport au temps parce qu'avant, le temps s'imposait à nous. Avec le lecteur, tu choisis ta bande-son. Ta perception du temps devient donc relative. L'espace, et plus précisément l'expérience de l'espace public, car si tu fais attention, il a son rythme, son bruit. Alors qu'avec un casque, tu poses littéralement un filtre entre toi et l'extérieur. Tu es dans la rue, mais différemment. Et ces deux premiers changements, nous changent fatalement, nous, en créant une bulle personnelle, mais vécue par des millions d'humains, ce qui donne un paradoxe, une isolation partagée. Tu t'en doutes, un changement si profond a forcément généré des réactions, il y a toujours des pets-couilles pour casser les délires. Dès son lancement, certains conservateurs voyaient déjà un symbole d'égoïsme, d'individualisme et d'isolement. Mais pour des millions d'utilisateurs, choisir sa propre bande-son, c'était et c'est encore un moyen de choisir sa liberté. Et ce besoin d'avoir le choix, il a infusé partout. On y reviendra sûrement plus tard dans des prochaines vidéos, mais beaucoup de changements profonds de la société s'opèrent au début par l'espace. Et typiquement avec le Walkman, l'espace public n'était plus objectif, mais subjectif. Bref, on pourrait creuser dans 1000 détails, mais c'est pas le but ici. Le but de ma chaîne, c'est de vous apporter un peu plus de liberté à travers la curiosité. Donc si t'es arrivé jusque là, merci pour toi. Et merci pour moi aussi, mais bon, voilà, lâche ton like, j'arrête. J'ai trouvé qu'un objet aussi banal que le Walkman était une bonne façon de commencer. Dis-moi ce que t'en penses en commentaire. Rendez-vous dans 2 semaines où on essaiera de répondre à la question pourquoi on porte des vêtements d'alpinisme faits pour l'Himalaya dans le métro. Like et partage si tu as aimé. Commente Walkman si t'es arrivé jusque là. Non, commente pas ça. Commente Ibuka si t'es arrivé jusque là. En tout cas, reste curieux et à dans 2 semaines.